Il existe une certaine façon d'imaginer la mer. On se dit qu'elle commence là où finit la terre, qu'elle appartient à ceux qui ont toujours su la nommer, la cartographier, la domestiquer. On croit volontiers que les grands explorateurs venaient d'un seul côté du monde, qu'ils parlaient une seule langue, qu'ils naviguaient sous une seule bannière. Mais avant que Vasco de Gama ne contourne l'Afrique, avant que Christophe Colomb ne pose le pied sur une île qu'il ne comprenait pas, il y avait déjà des hommes qui avaient traversé l'océan Indien, longé les côtes africaines, touché des terres que l'Europe n'avait pas encore rêvé d'atteindre. Ces hommes portaient des robes de soie. Ils parlaient mandarin. Ils naviguaient pour un empereur dont le trône était placé au centre exact de l'univers connu. Qui était l'homme qui commandait ces flottes ? Pourquoi ces expéditions ont-elles été effacées, oubliées, enterrées sous des siècles de silence officiel ? Que se serait-il passé si la Chine avait décidé de continuer, d'avancer encore, de ne pas se retourner vers elle-même ? Et pourquoi une civilisation qui possédait les navires les plus grands, les cartes les plus précises, les marins les plus expérimentés du monde, a-t-elle soudainement renoncé à la mer ? Ces questions ne concernent pas seulement la Chine. Elles touchent à quelque chose de plus profond dans la façon dont les peuples choisissent ou refusent leur propre destin. Elles parlent du pouvoir, de la peur, de l'orgueil, et de ce moment étrange où une civilisation se trouve au sommet de ses capacités et décide, pour des raisons qui semblent absurdes de l'extérieur, de tout arrêter. L'homme au centre de cette histoire s'appelait Zheng He. Il n'était pas né chinois au sens où ses contemporains entendaient ce mot. Il n'était pas né libre. Il n'était pas né pour commander. Et pourtant, entre les années 1405 et 1433, il conduisit 7 expéditions maritimes d'une ampleur que le monde n'avait encore jamais vue, traversant des mers qui n'avaient de nom que dans les langues de ceux qui les vivaient, reliant la Chine impériale à des royaumes dont les noms résonnaient comme des songes dans les oreilles des lettrés de Nankin. Pour comprendre Zheng He, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il naquit. Non pas le monde tel qu'on le décrit dans les manuels, avec ses dynasties ordonnées et ses batailles bien datées, mais le monde tel qu'il se vivait au quotidien, dans la poussière et le bruit, dans la chaleur les marchés et le silence des temples, dans la crainte des armées qui approchaient et l'espoir fragile de ceux qui espéraient survivre à la prochaine saison. Nous sommes à la fin du XIVe siècle. La Chine vient de traverser presque un siècle de domination mongole. La dynastie Yuan, fondée par Kubilai Khan, a imposé ses structures, ses langues, ses hiérarchies pendant des générations. Elle a aussi profondément transformé la Chine, l'ouvrant à des échanges commerciaux et culturels que les dynasties précédentes avaient ignorés ou méprisés. Mais en 1368, un homme d'origine paysanne nommé Zhu Yuanzhang renverse les derniers empereurs Yuan et fonde la dynastie Ming. Ming signifie brillant, lumineux, éclatant. C'est une promesse autant qu'un nom. L'empire Ming naît dans la violence et la reconstruction. Zhu Yuanzhang, qui prend le nom de règne Hongwu, est un homme méfiant, brutal par nécessité autant que par tempérament. Il a survécu à la famine, à la maladie, à la guerre. Il a vu sa famille mourir. Il a appris à ne faire confiance qu'à lui-même et à ceux qu'il pouvait surveiller de près. Sa vision de la Chine est profondément conservatrice. Un empire agricole, autosuffisant, centré sur lui-même, méfiant envers les marchands, méfiant envers les étrangers, méfiant envers tout ce qui vient de l'extérieur des frontières qu'il considère comme naturel et immuable. C'est dans ce contexte que le futur Zheng He voit le jour, vers 1361, dans une province éloignée du Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Sa famille n'est pas chinoise au sens Han du terme. Son père s'appelait Ma Haji, et le nom Haji indique qu'il avait accompli le pèlerinage à la Mecque. Sa famille était d'origine musulmane, probablement d'ascendance arabe ou persane, installée depuis des générations dans cette région de l'Empire où se mêlaient les ethnies,
les langues et les croyances. Le petit garçon qui deviendra Zheng He s'appelait alors Ma He. Il grandissait dans une maison où l'on parlait peut-être plusieurs langues, où l'on priait selon les rites de l'islam, où l'on connaissait des histoires venues d'au-delà des montagnes et des déserts. Son père et son grand-père lui avaient raconté des voyages, des routes commerciales, des cités lointaines. Il avait grandi avec la conscience que le monde était plus grand que ce que ses yeux pouvaient voir depuis les collines du Yunnan. Mais en 1302, quand Ma He avait environ 11 ans, les armées de Hongwu entrèrent dans le Yunnan pour soumettre les dernières résistances mongoles. Son père fut peut-être tué pendant cette campagne, ou mourut peu après. Le jeune Ma He fut capturé, castré et envoyé servir à la cour impériale. C'était une pratique courante. Les garçons capturés lors des conquêtes militaires étaient transformés en eunuques et intégrés dans l'administration palatiale. C'était une violence. C'était aussi, paradoxalement, une porte. Le système des eunuques dans la Chine impériale était complexe et ambigu. Théoriquement subalterne, pratiquement dépourvu de la possibilité de fonder des dynasties rivales, les eunuques pouvaient néanmoins s'élever très haut dans la hiérarchie palatiale. Ils étaient au cœur des espaces les plus intimes du pouvoir, les chambres, les jardins secrets, les corridors où se chuchotaient les vraies décisions. Certains devenaient des conseillers influents, certains devenaient des généraux. Ma He fut assigné au service d'un des fils de Hongwu, le prince Zhu Di, qui régnait sur la région de Yan, au nord, autour de ce qui est aujourd'hui Pékin. C'est dans ce service que le garçon devint un homme, et que l'homme devint quelque chose d'autre encore. Zhu Di était intelligent, ambitieux, militaire dans l'âme. Il reconnut en Ma He des qualités rares, une capacité à apprendre rapidement, une mémoire précise, un sens naturel de l'organisation, et peut-être surtout une loyauté absolue, cimentée par le fait que Ma He n'avait littéralement nulle part où aller en dehors de ce service. Les deux hommes combattirent ensemble lors des campagnes contre les Mongols dans les steppes du Nord. Ma He apprit la guerre, la logistique, le commandement. Il apprit à penser à grande échelle, à déplacer des milliers d'hommes, à prévoir les besoins d'une armée en mouvement dans des terres hostiles. Ces apprentissages, qui semblaient alors purement militaires et terrestres, allaient devenir les fondements de quelque chose d'infiniment plus vaste. En 1398, Hongwu mourut. Il avait désigné son petit-fils Zhu Yunwen pour lui succéder, sous le nom de règne Jianwen. Mais Zhu Di, l'oncle du nouvel empereur, n'accepta pas cette succession. Il se rebella. La guerre civile qui s'ensuivit dura 3 ans. Elle fut brutale, incertaine, traversée de trahisons et de renversements. Ma He combattit aux côtés de Zhu Di, et les chroniques mentionnent son rôle dans plusieurs batailles décisives, notamment lors de la prise de Nankin en 1402. Zhu Di monta sur le trône sous le nom de règne Yongle. Ce mot signifie joie perpétuelle. C'est une ironie douce amère, car le règne de Yongle commença dans le sang et la purge systématique des partisans de l'ancien empereur. Mais Yongle était aussi un visionnaire, dans le sens précis et parfois dangereux du terme. Il voulait faire de la Chine le centre reconnu du monde entier, pas seulement dans l'esprit des Chinois, mais aux yeux de tous les rois, tous les sultans, tous les princes qui régnaient au-delà des mers. C'est dans ce contexte que l'idée des grandes expéditions maritimes prit forme. Ce n'était pas une idée nouvelle. La Chine avait une longue tradition de navigation côtière et de commerce maritime. Des marchands chinois sillonnaient les mers de Chine méridionale depuis des siècles, établissant des diasporas à Java, à Sumatra, dans la péninsule malaise. La Chine connaissait la boussole, qui était une invention chinoise. Elle connaissait la voile à lattice, qui permettait de naviguer contre le vent. Ces constructeurs de navires étaient parmi les meilleurs du monde.
Mais ce que Yongle envisageait dépassait de loin le commerce habituel. Il voulait des expéditions d'État portant la bannière de l'Empire, transportant des ambassadeurs et des cadeaux, imposant ou proposant au royaume lointain d'entrer dans l'ordre tributaire chinois. Le système tributaire était une conception particulière des relations internationales. Les États étrangers reconnaissaient la suprématie symbolique de Fils du ciel, envoyaient des délégations à sa cour, lui offraient des tributs, et en échange recevaient protection, légitimité et accès au marché chinois. C'était une diplomatie fondée sur la hiérarchie, mais aussi sur la réciprocité. Pour mener ses expéditions, Yongle choisit Ma He. En 1404, il le nomma grand eunuque de rang supérieur, lui donna le nom chinois honorifique de Zheng, en souvenir d'une bataille, et lui confia la direction de ce qui allait devenir la plus grande flotte de l'histoire médiévale du monde. Pourquoi un eunuque ? Pourquoi cet homme en particulier ? La réponse est à la fois pratique et politique. Les eunuques étaient des serviteurs de l'État sans affiliation familiale susceptible de menacer le trône. Ils ne pouvaient pas fonder des dynasties rivales. Leur loyauté était, en théorie, totale et absolue. Par ailleurs, Zheng He avait prouvé sa compétence militaire et organisationnelle. Et peut-être que son origine musulmane n'était pas sans importance. Il pouvait dialoguer avec les sultans et les marchands arabes des ports de l'océan Indien d'une façon qu'un mandarin confucéen de souche Han n'aurait jamais pu. Les chantiers navals se mirent au travail. Ce qui en sortit dépasse l'imagination. Les chroniques chinoises décrivent des navires appelés Baochuan, les navires du trésor, d'une taille prodigieuse. Les plus grands auraient mesuré environ 137 mètres de long sur 56 mètres de large. Ces dimensions, si elles sont exactes, en faisaient les plus grands navires en bois jamais construits dans l'histoire de l'humanité. Des coques massives, à plusieurs ponts, capables de transporter des centaines de personnes, des chevaux, de l'eau douce pour des semaines de navigation, des soieries, de la porcelaine, des métaux, tout ce que l'Empire voulait offrir ou vendre. Il faut s'arrêter un moment sur ces dimensions, parce qu'elles sont presque impossibles à concevoir à distance. Les caravelles de Vasco de Gama, construites 70 ans plus tard, mesuraient environ 25 mètres de long. Les plus grandes flottes européennes de l'époque auraient tenu dans l'ombre des navires de Zheng He. Ce n'est pas un détail anecdotique. C'est le signe d'une volonté, d'une capacité, d'une ambition qui n'avait aucun équivalent dans le monde de ce temps. La première expédition quitta Nankin en 1405, en été, profitant des moussons qui soufflent vers le sud-ouest pendant cette saison. La flotte comprenait, selon les sources chinoises, environ 255 navires et près de 27 700 hommes, marins, soldats, interprètes, médecins, astrologues, diplomates, eunuques de cour, artisans. Une ville flottante, une cour impériale en mouvement sur les eaux. Imaginez le spectacle depuis les rives. Des centaines de voiles rouges, le rouge impérial, se déployant en même temps sur le fleuve Yangtze, puis sur la mer. Un bruit de bois et de cordage, le cri des oiseaux marins dérangés par ce passage, l'odeur du goudron et des épices que les cales transportaient déjà. Des milliers d'hommes qui avaient passé des mois à se préparer, à charger, à réparer, à s'entraîner, et qui maintenant regardaient les côtes s'éloigner avec un mélange de crainte et d'exaltation qui devait ressembler, dans ces instants silencieux, à quelque chose qui touche au sacré. La première destination était l'Asie du Sud-Est, puis l'Inde. La flotte fit escale à Champa, au Vietnam actuel, où le roi local envoya immédiatement des présents et reconnut la suprématie symbolique de l'Empire Ming. Puis à Java, où la situation était plus complexe. Une guerre civile opposait deux royaumes, et la flotte se retrouva involontairement impliquée dans un incident diplomatique qui faillit tourner au conflit ouvert. Zheng He
démontra ici une qualité qui allait caractériser ses voyages. Une capacité à désamorcer les tensions par la négociation, à préférer l'accord au combat, même quand la force était de son côté. De Java, la flotte poursuivit vers le détroit de Malacca. Malacca était alors une ville-État émergente, fondée à peine quelques décennies plus tôt par un prince fuyard de Sumatra. Son sultan venait de se convertir à l'islam, ce qui lui ouvrait les réseaux commerciaux arabes et indiens de l'océan Indien. Zheng He établit avec Malacca une relation privilégiée qui allait durer des décennies. L'Empire Ming devint le protecteur officiel du sultanat, lui offrant une bannière impériale et la garantie que ses ennemis, notamment le royaume thaïlandais d'Ayutthaya, ne pourraient pas l'attaquer sans s'attirer la colère de Nankin. Ce n'était pas de l'altruisme, c'était une stratégie. Malacca contrôlait le détroit qui séparait la péninsule malaise de Sumatra, le passage obligé de tout commerce entre la mer de Chine et l'océan Indien. En faisant de Malacca un allié, l'Empire Ming sécurisait sa route maritime vers l'ouest. L'intelligence géopolitique de ces choix est frappante, même vue à travers les siècles. De Malacca, la flotte traversa l'océan Indien. C'est ici que le voyage prenait une autre dimension. La mer de Chine méridionale était connue, cartographiée, sillonnée depuis des générations par des marchands chinois et malais. L'océan Indien, en revanche, était un espace différent, habité par d'autres vents, d'autres courants, d'autres traditions maritimes. Les marins arabes dominaient ces eaux depuis des siècles. Leurs boutres, ces navires à voile latine, connaissaient chaque port, chaque mousson, chaque banc de corail, de Zanzibar à Calicut. Zheng He avait des cartes. Ses navigateurs connaissaient les étoiles. La flotte emportait des astrolabes, des compas, des tables de navigation. Mais elle emportait aussi quelque chose de moins tangible, la curiosité. Les chroniqueurs qui accompagnaient ces expéditions notèrent minutieusement les plantes, les animaux, les coutumes, les langues, les religions de chaque endroit visité. Ces récits, rassemblés plus tard dans des ouvrages comme le Yingya Shenglan de Ma Huan ou le Xingcha Shenglan de Fei Xin, constituent aujourd'hui une source historique irremplaçable sur le monde de l'océan Indien au début du XVe siècle. Ma Huan était l'un des interprètes de la flotte, un musulman chinois qui parlait l'arabe et le persan. Il observait tout avec une précision qui étonne encore. Il décrit les marchés de Calicut, en Inde, avec la précision d'un ethnographe. Les poids et mesures utilisés, les procédures de négociation, les coutumes alimentaires, les vêtements des femmes et des hommes de différentes castes, la façon dont les transactions commerciales étaient garanties par des serments. Il décrit les épices, leur origine, leur prix, la façon dont elles étaient conditionnées pour le transport. Il décrit les animaux qu'il n'avait jamais vus, avec une précision visuelle qui permet encore aujourd'hui d'identifier les espèces. Calicut était le port principal de la côte Malabar, dans le Kerala actuel. C'était l'un des centres commerciaux les plus importants du monde à cette époque, une ville où se croisaient des marchands arabes, persans, indiens, juifs, et où les épices du sud de l'Inde, poivre, gingembre, cardamome, étaient échangées contre les soieries et les porcelaines de Chine, les textiles de l'Inde du Nord, les métaux du Golfe. Le Zamorin, le souverain hindou de Calicut, était un homme pragmatique. Il n'était pas intimidé par la puissance de la flotte chinoise, mais il n'était pas non plus hostile. Il vit dans les expéditions de Zheng He une opportunité commerciale et diplomatique. Des traités furent conclus, des cadeaux échangés, soieries et porcelaines chinoises contre épices et pierres précieuses indiennes. Des ambassadeurs calicutiens acceptèrent de faire le voyage jusqu'à Nankin pour présenter leur respect à l'empereur Yongle. C'était exactement ce que l'Empire cherchait, la reconnaissance symbolique de sa prééminence, traduite en présence physique à la cour impériale.
La flotte rentra en Chine en 1407, chargée de tributs, d'ambassadeurs et de récits. Yongle était satisfait. Il ordonna une deuxième expédition, puis une troisième. Les voyages se succédèrent, chacun poussant un peu plus loin, atteignant de nouveaux ports, nouant de nouvelles alliances, ramenant à Nankin des délégations de plus en plus lointaines et exotiques. La troisième expédition, qui dura de 1407 à 1409, fut notamment marquée par un incident militaire au Sri Lanka, appelé alors Ceylan. Le roi de Ceylan, Alagonakara, s'était montré hostile à la flotte lors d'un passage précédent. Cette fois, il alla plus loin. Selon les sources chinoises, il tenta de prendre les navires en embuscade, attirant une partie de la force à terre pendant qu'une troupe tentait de surprendre les navires restés au mouillage. Zheng He réagit avec une rapidité et une décision militaire qui montrent qu'il n'était pas seulement un diplomate. Il divisa ses forces, attaqua la capitale du roi pendant que celui-ci était occupé ailleurs, captura le roi, sa famille et ses principaux ministres, et les emmena à Nankin. L'histoire ne se termine pas dans le sang. À Nankin, Yongle consulta ses ministres sur le sort des prisonniers. La décision fut clémente. Le roi de Ceylan et sa famille furent finalement relâchés et reconduits chez eux, avec instruction de choisir un souverain plus disposé à la coopération. C'était une démonstration calculée de la puissance chinoise, capable de capturer des rois, mais choisissant de faire grâce. Le message était reçu par tous les royaumes côtiers de l'océan Indien. Les 4e et 5e expéditions, menées entre 1413 et 1419, portèrent la flotte encore plus loin vers l'ouest. Elles atteignirent le golfe Persique, Ormuz, cette ville qui contrôlait le commerce entre la mer d'Arabie et la Perse. Elles atteignirent les côtes de l'Arabie, Aden, ce port yéménite qui était la porte d'entrée de la mer Rouge. Et elles atteignirent l'Afrique orientale. C'est peut-être là que les expéditions de Zheng He touchent à quelque chose de plus profond que la simple diplomatie commerciale. Les côtes de ce que nous appelons aujourd'hui le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique, étaient habitées par des peuples swahili qui depuis des siècles entretenaient des relations commerciales avec les marchands arabes de l'océan Indien. Des villes comme Malindi, Mombasa, Kilwa étaient des centres de commerce importants, exportant de l'or, de l'ivoire, des esclaves, en échange de textiles et de céramique. Quand la flotte de Zheng He apparut au large de Malindi, les habitants de cette côte n'étaient pas des ignorants de la mer. Ils connaissaient les boutres arabes, les marchands indiens, les réseaux de l'océan Indien. Mais ils n'avaient jamais rien vu de semblable à ces centaines de voiles rouges à l'horizon. La taille des navires, le nombre des hommes, la richesse des cargaisons, tout cela devait créer une impression d'un autre ordre de grandeur. Des échanges eurent lieu. Les souverains swahili envoyèrent des délégations, des cadeaux, des animaux exotiques. Et c'est ici qu'apparaît l'une des histoires les plus étranges et les plus fascinantes de ces expéditions. La girafe. Le sultan de Malindi envoya à Yongle, comme cadeau tributaire, une girafe. C'était un animal inconnu en Chine, et lorsqu'elle arriva à Nankin en 1414, elle provoqua une sensation extraordinaire. Les lettrés et les astrologues de la cour l'identifièrent immédiatement au Qilin, une créature mythologique de la tradition chinoise, une sorte de licorne à longues pattes qui n'apparaissait que dans les règnes d'empereurs exceptionnellement vertueux. Sa présence était un signe du ciel, une confirmation que Yongle était non seulement légitime, ce qui n'était pas une évidence pour un homme qui avait pris le pouvoir par un coup d'État, mais béni. L'émotion à la cour fut intense. Des poèmes furent composés, des peintures furent réalisées. Yongle lui-même dit qu'il n'avait aucun mérite particulier, que l'Empire avait simplement bien fonctionné, que la paix régnait et que c'était pour cela que le ciel envoyait ce signe.
C'était une humilité calculée, bien sûr, mais elle révèle aussi quelque chose sur la façon dont ces expéditions étaient perçues. Non pas comme une conquête, non pas comme une exploitation, mais comme une démonstration d'harmonie cosmique entre la Chine impériale et l'ordre naturel du monde. Une deuxième girafe arriva peu après, envoyée cette fois par le sultan de Bengale, qu'il avait lui-même reçu de l'Afrique orientale. Ces animaux devinrent des symboles politiques d'une puissance extraordinaire, des preuves vivantes que l'empire Ming rayonnait jusqu'aux confins de la terre habitée. Il faut ici dissiper un mythe qui s'est parfois installé dans les récits modernes. Ces expéditions n'étaient pas des voyages d'exploration dans le sens européen du terme. Zheng He ne cherchait pas à découvrir des terres inconnues. Les routes qu'il empruntait étaient déjà connues des marchands arabes, indiens et malais. Les villes qu'il visitait existaient depuis des siècles. Ce qu'il faisait, c'était affirmer la présence et la prééminence de l'Empire Ming dans un espace commercial qui fonctionnait déjà parfaitement sans lui. C'était une diplomatie de la grandeur, une projection de puissance symbolique autant que militaire. Ce n'est pas une diminution de l'accomplissement, c'est une précision qui permet de mieux comprendre la logique de ces voyages. L'Empire Ming ne voulait pas coloniser l'Afrique. Il ne voulait pas exploiter ses ressources d'une façon systématique. Il voulait que les souverains de ces terres reconnussent symboliquement la suprématie du Fils du ciel, envoyassent des délégations à sa cour, participassent à cet ordre mondial centré sur Nankin puis sur Pékin. En échange, il leur offrait protection, prestige et accès aux immenses marchés de la Chine. C'est différent de ce que fera l'Europe un siècle plus tard, et cette différence a des conséquences qui se mesurent encore aujourd'hui. La 6e expédition, menée de 1421 à 1422, fut la dernière conduite sous le règne de Yongle. En 1424, l'empereur mourut, et avec lui mourut quelque chose d'essentiel dans la dynamique qui avait rendu ces voyages possibles. Yongle avait été le protecteur de Zheng He. Il avait imposé les expéditions contre les résistances des fonctionnaires confucéens qui les voyaient comme un gaspillage scandaleux des ressources de l'État. Ces lettrés, formés dans la tradition des classiques confucéens, avaient une vision de l'Empire radicalement différente de celle de Yongle. Pour eux, la Chine était par définition supérieure à tous les autres peuples. Le commerce maritime était une activité indigne d'un État bien gouverné, quelque chose qui enrichissait des marchands peu recommandables et exposait l'Empire à des influences étrangères corruptrices. L'agriculture était la vraie richesse. La stabilité intérieure était le vrai but de la politique. Ces hommes avaient un nom pour les expéditions de Zheng He. Ils les appelaient des aventures inutiles. Ils avaient fait circuler des mémoires contre elles, des arguments économiques et moraux soigneusement construits, des comparaisons avec les sages empereurs du passé qui n'avaient pas eu besoin d'envoyer des flottes au bout du monde pour prouver leur vertu. Yongle les avait ignorés. Son fils, Hongxi, qui lui succéda en 1424, les écouta. Hongxi annula les expéditions maritimes dès les premières semaines de son règne. Il ordonna aux chantiers navals de cesser la construction de nouveaux navires. Il réaffecta les ressources vers les défenses terrestres du nord, où les Mongols recommençaient à menacer. Mais Hongxi mourut lui aussi rapidement, dès 1425. Son fils Xuande lui succéda, et sous ce règne, une dernière expédition fut accordée à Zheng He, la 7e et dernière. Elle eut lieu entre 1430 et 1433. Elle suivit les routes déjà établies, atteignit à nouveau l'Afrique orientale, ramena à Pékin des délégations d'une vingtaine de royaumes. Zheng He avait alors plus de 60 ans. Selon certaines sources, il mourut pendant le voyage de retour, quelque part en mer d'Arabie ou peut-être sur la côte indienne, et fut enterré en mer, comme il sied à un homme qui avait passé une grande partie de sa vie sur l'eau. D'autres sources suggèrent qu'il rentra en Chine et mourut peu après à Nankin. Les deux versions ont quelque chose de juste. L'homme était indissociable de la mer.
Après sa mort et la fin de la 7e expédition, les grandes flottes ne partirent plus jamais. Et quelque chose de plus étrange encore se produisit. Les archives furent détruites. Les journaux de bord, les cartes, les instructions nautiques, les récits détaillés des expéditions. Des fonctionnaires confucéens, dans les décennies qui suivirent, ordonnèrent ou facilitèrent la destruction de ces documents. Certains furent brûlés, d'autres furent simplement laissés à la décomposition dans des archives négligées. C'était une politique délibérée d'effacement. Si les expéditions ne devaient plus jamais avoir lieu, il valait mieux que les outils qui les avaient rendues possibles disparussent également. Cette destruction est l'une des grandes catastrophes de l'histoire intellectuelle humaine. Ce que nous savons aujourd'hui des voyages de Zheng He, nous le savons malgré ces destructions, à travers des sources fragmentaires, des copies partielles, des récits de voyageurs comme Ma Huan et Fei Xin, qui avaient rédigé leurs ouvrages à titre personnel et dont les textes survécurent parce qu'ils n'étaient pas des documents officiels. C'est par ces fragments que nous pouvons encore entrevoir ce que fut l'expérience réelle de ces voyages. Et cette expérience mérite qu'on s'y attarde, parce qu'elle était bien plus complexe et nuancée que les grandes lignes de l'histoire officielle ne le donnent à croire. Pensez à ce que c'était d'être un marin ordinaire sur ces navires. Un homme venu peut-être d'un village du Fujian ou du Guangdong, habitué à pêcher dans les eaux côtières qu'il connaissait depuis l'enfance, embarqué soudainement dans cette entreprise colossale. Les premiers jours en mer ouverte devaient être une expérience physique intense. Le balancement du navire, qui même avec une coque aussi large que celle des Baochuan était sensible dans les grandes houles de l'océan Indien. Le bruit constant du bois qui travaille, des cordages qui craquent, du vent dans les voiles de bambou. L'odeur de la cale, où s'entassaient les vivres, l'eau douce dans de grandes jarres en céramique, les soieries protégées dans des caisses enduites de laque, la porcelaine emballée dans de la paille. La vie à bord était organisée avec la précision d'une administration impériale. Il y avait une hiérarchie stricte, des horaires de quart, des rations de nourriture calculées pour des mois de navigation. Les médecins qui accompagnaient la flotte soignaient les maladies tropicales, le scorbut, que l'alimentation à base de soja fermenté et de légumes cultivés dans des bacs sur les ponts permettait de combattre mieux que les flottes européennes ne le feraient un siècle plus tard. Il y avait des temples à bord, dédiés à Tianfei, la déesse de la mer, et des prières étaient récitées chaque matin et chaque soir. La nuit, la flotte naviguait aux étoiles. Les Chinois connaissaient les constellations et savaient les utiliser pour déterminer leur latitude. Mais naviguer dans l'obscurité avec des centaines de navires exigeait aussi une discipline extraordinaire. Des lanternes signalaient la position des vaisseaux leaders, des signaux acoustiques coordonnaient les manœuvres, des petites embarcations rapides circulaient entre les navires pour transmettre les ordres. Quand la flotte approchait d'un port, le rituel d'arrivée était soigneusement préparé. Les navires s'arrangeaient en formation. Des officiers revêtaient leurs uniformes de cour. Les interprètes préparaient leurs discours dans la langue locale. Des cadeaux impériaux étaient sortis des cales, soieries de couleurs vives, porcelaine bleu et blanc de Jingdezhen, objets en laque, bronze. Des lettres impériales étaient sorties de leurs étuis en brocart, rédigées sur du papier de soie avec les formulaires appropriés, scellés du grand sceau de l'Empire. La réception variait. Certains souverains étaient enthousiastes, voyant dans la flotte une opportunité commerciale et diplomatique. Certains étaient méfiants, effrayés par cette puissance soudaine qui s'ancrait dans leur port. Certains étaient indifférents, préoccupés par leurs propres guerres et querelles internes. Zheng He devait s'adapter à chaque situation, trouver le ton juste, offrir ce qui serait bien reçu, éviter ce qui pourrait froisser. Cette adaptabilité culturelle était l'une de ses grandes qualités. Il était musulman dans un empire confucéen.
Il commandait une flotte officielle portant les symboles de la religion taoïste et bouddhiste autant que confucéenne, dans des mers bordées de royaumes hindous, islamiques et animistes. Il savait naviguer entre ces cultures avec une souplesse qui reflétait peut-être son propre itinéraire personnel. Un homme d'origine étrangère, de religion minoritaire, qui avait trouvé sa place dans le cœur de l'Empire en apprenant à lire plusieurs langages à la fois. Le langage du pouvoir chinois, le langage du commerce maritime, le langage des diplomaties régionales. La deuxième expédition vers l'Afrique, celle de la 5e expédition générale entre 1413 et 1415, mérite une attention particulière. La flotte atteignit alors non seulement Malindi et la côte actuelle du Kenya, mais aussi des ports plus au sud, peut-être jusqu'à Mozambique. Les échanges avec les royaumes swahili furent riches et complexes. Des émissaires africains vinrent à bord des navires. Des marchands locaux proposèrent leurs produits: ivoire, cornes de rhinocéros, peau de zèbre, peau d'autres animaux que les Chinois n'avaient jamais vus. Ce qui est frappant dans les récits de ces rencontres, c'est l'absence de mépris. Marwan décrit les peuples qu'il rencontre avec une curiosité sincère, parfois teintée d'étonnement, mais rarement condescendante. Il note les différences, bien sûr, les vêtements différents, les pratiques alimentaires différentes, les rites religieux différents. Mais il les note comme des faits, pas comme des preuves d'infériorité. La flotte de Zheng He ne venait pas convertir, elle ne venait pas civiliser, elle venait commercer, observer, établir des liens de reconnaissance mutuelle. Ce contraste avec la façon dont les Européens traiteront ces mêmes côtes africaines dans les décennies et siècles suivants est saisissant et douloureux. Il n'est pas question ici de faire de la Chine Ming un modèle idéal de vertu. L'Empire était brutal envers ses propres sujets, les inégalités y étaient immenses, les punitions féroces. Mais dans ses relations avec les royaumes étrangers, la politique des expéditions de Zheng He était fondamentalement différente de la politique coloniale européenne. Elle ne cherchait pas à s'emparer des terres, des ressources ou des corps des peuples rencontrés. Pourquoi ? La question mérite réflexion. Une partie de la réponse est dans la conception même du système tributaire. L'Empire Ming voulait des reconnaissances symboliques, pas des annexions territoriales. Gouverner des terres lointaines aurait été une charge, pas un bénéfice. L'Empire était déjà immense, difficile à administrer, coûteux à défendre. Ajouter des territoires ultramarins à cette charge aurait semblé absurde aux fonctionnaires confucéens. Ce n'était pas de la magnanimité morale, c'était du calcul administratif. Mais le résultat pratique était la même chose. Les peuples de la côte africaine, de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est ne furent pas subjugués, pas réduits en esclavage, pas déplacés par ces expéditions. Revenons à Calicut, parce que c'est là que la dimension commerciale des expéditions était la plus visible et la plus concrète. Le commerce dans le port de Calicut se faisait selon des règles précises que Marwan décrit avec soin. Les navires chinois arrivaient au début de la mousson de nord-est, vers novembre ou décembre, et repartaient au début de la mousson de sud-ouest, en mai ou juin. Entre ces deux moments, les marchands des deux parties avaient plusieurs mois pour négocier. La procédure était la suivante. Les interprètes de la flotte prenaient contact avec les courtiers locaux, des marchands Nair et Mapila, qui servaient d'intermédiaires. On s'accordait sur les prix en se frappant dans les mains, une procédure rituelle qui engageait les deux parties. Les poids et mesures utilisés à Calicut étaient différents de ceux utilisés en Chine, et Marwan prend soin de noter les conversions. Les marchandises chinoises, soieries, porcelaine, or, argent, cuivre, étaient échangées contre du poivre, des clous de girofle, de la cannelle, du bois de santal, des pierres précieuses, des perles. La porcelaine bleue et blanche de Jingdezhen mérite une mention particulière. Elle était fabriquée avec de l'oxyde de cobalt importé de Perse pour obtenir sa couleur caractéristique, ce bleu profond sur fond blanc
qui allait devenir l'une des esthétiques les plus influentes de l'histoire de l'art mondial. Cette porcelaine voyageait dans les cales des navires de Zheng He jusqu'aux ports de l'Inde, du golfe Persique, de l'Afrique orientale. Des siècles plus tard, des archéologues trouvent encore des fragments de ces céramiques sur les sites côtiers d'Afrique de l'Est, traces silencieuses de ces passages. À Ormuz, dans le golfe Persique, la flotte entrait dans le monde du commerce arabe et persan. Ormuz était une ville extraordinaire, construite sur une île aride et rocailleuse, sans eau douce, sans végétation, presque sans ombre. Tout y était importé. L'eau des continents voisins, la nourriture, le bois de construction. Mais Ormuz contrôlait le passage entre le Golfe et l'océan Indien. Et c'était une richesse suffisante pour attirer des marchands de tout le monde connu. On y parlait arabe, persan, gujarati, swahili, turkique. Zheng He visita Ormuz lors de plusieurs expéditions. La ville était gouvernée par un sultan local, théoriquement vassal du Shah de Perse, mais en pratique largement autonome grâce à sa position commerciale. L'accueil fut cordial, les échanges nombreux. Des marchands de Ormuz venaient régulièrement à Calicut et connaissaient parfaitement les routes que la flotte empruntait. La présence chinoise ne les surprit pas outre mesure. Ce qui les surprit peut-être, ce fut la taille de la flotte. À Aden, au Yémen, la flotte atteignit la porte de la mer Rouge. C'était un point stratégique majeur. Contrôler Aden, c'était contrôler l'accès au port de la Mecque, de Djeddah, à tout le commerce entre l'Orient et l'Égypte des Mamelouks. Zheng He ne tenta pas de s'emparer d'Aden ni de la mer Rouge. Son but n'était pas de déplacer les réseaux commerciaux arabes, mais d'y insérer la présence chinoise. Des ambassadeurs d'Aden retournèrent à Nankin. Des marchands arabes commencèrent à inclure la Chine dans leurs calculs. La situation changeait aussi sur le continent africain. Lors de la 5e expédition, la flotte toucha des ports de la côte est africaine que les sources chinoises appellent Malindi, Mogadiscio, Brawa, et peut-être d'autres encore dont les noms dans les translittérations chinoises sont difficiles à identifier avec certitude. Ce que les chroniques décrivent est un littoral organisé en cités-États commerçantes, avec des souverains locaux, des marchés actifs, des cultures matérielles sophistiquées. Mogadiscio, la ville qui est aujourd'hui la capitale de la Somalie, envoya une ambassade à Yongle. Les émissaires somaliens qui débarquèrent à Nankin apportèrent des cadeaux extraordinaires. Des lions, des léopards, des autruches, des zèbres et une girafe supplémentaire. Ces animaux, inconnus en Chine, traversèrent des milliers de kilomètres pour se retrouver dans les jardins impériaux de Nankin, objet d'émerveillement et de spéculation savante. La liste de tous ces animaux africains dans les cours chinoises est elle-même révélatrice. Rhinocéros, éléphants, lions, girafes, autruches, zèbres. La Chine de Yongle voulait voir le monde non seulement en abstraction diplomatique, mais dans sa chair et sa singularité. Ces animaux vivants étaient la preuve que l'Empire touchait à des réalités que ses propres frontières ne pouvaient pas contenir. Il faut maintenant parler des difficultés, des contradictions, des ombres dans ce tableau brillant. Les expéditions de Zheng He n'étaient pas sans violence. L'incident du Sri Lanka a été mentionné, mais il y en eut d'autres. À Java, lors de la première expédition, un commandant local tua par erreur des soldats chinois débarqués pour commercer. L'incident faillit provoquer une guerre. Zheng He exigea réparation, obtint une somme d'or considérable et repartit sans déclencher de représailles armées à grande échelle. Mais la menace était dans l'air. Plus significatif encore fut le cas de Palembang, à Sumatra. Un chef pirate chinois du nom de Chen Suyi
avait établi son contrôle sur ce port stratégique du détroit de Malacca et rançonnait les navires qui passaient. Lors de la première expédition, Zheng He l'affronta. Il captura Chen Suyi, l'emmena en Chine, où il fut exécuté. C'était une démonstration claire. La Pax Sinica que Zheng He était censé établir dans les mers de l'Asie du Sud-Est ne tolérerait pas les perturbateurs, même si ceux-ci étaient eux-mêmes chinois. Cette action contre la piraterie eut des effets durables sur la sécurité du commerce dans le détroit de Malacca. Elle montre aussi que les expéditions n'étaient pas que des promenades diplomatiques. Elles portaient avec elles la capacité et la volonté d'imposer par la force quand la persuasion ne suffisait pas. Une force réelle, concentrée, organisée, avec des milliers de soldats, des armes à poudre, des catapultes. La technologie militaire de la flotte mérite une mention. Les navires de Zheng He emportaient des armes à poudre à canon, des bombes incendiaires, des arbalètes. La Chine utilisait la poudre à canon dans ses armées depuis des siècles, et la flotte en avait une version maritime élaborée. Ces armes ne furent utilisées massivement que dans quelques circonstances, notamment contre les pirates et lors de l'affaire ceylanaise. Mais leur présence était connue, et elle contribuait à l'effet dissuasif qui rendait la plupart des négociations diplomatiques si faciles. Le vrai adversaire des expéditions n'était pas external finalement. Il était intérieur. Il était dans les salles du gouvernement à Nankin, dans les mémoires rédigés par les fonctionnaires confucéens, dans les arguments répétés inlassablement contre ce qu'ils considéraient comme un gaspillage scandaleux. Le coût des expéditions était effectivement énorme. Chaque grande flotte consommait des ressources que les fonctionnaires préféraient voir investies dans des digues, des greniers à grains, des fortifications frontalières. Le bois des grands navires venait des forêts du Yunnan et du Guangxi, et leur abattage à grande échelle posait des problèmes environnementaux concrets. Les équipages de 27 000 hommes devaient être nourris, habillés, payés. La logistique de chaque expédition mobilisait des dizaines de milliers d'autres personnes à terre. Charpentiers, cordiers, tisserands, fonctionnaires, cuisiniers. Et pourquoi au fond ? Les fonctionnaires confucéens posaient cette question avec une logique implacable. Les tribus rapportées par les expéditions, les soieries et épices, les pierres précieuses et les animaux exotiques ne compensaient pas le coût des voyages. Sur le plan strictement comptable, ces expéditions étaient déficitaires. Les bénéfices étaient symboliques et géopolitiques, des types de bénéfices que les fonctionnaires confucéens, formés dans une tradition qui méprisait le commerce et valorisait la stabilité agricole, ne savaient pas ou ne voulaient pas quantifier. Il y avait aussi une dimension politique dans cette opposition. Les eunuques comme Zheng He accumulaient du prestige et de l'influence à travers les expéditions. Les fonctionnaires lettrés voyaient d'un mauvais œil cette montée en puissance d'hommes qui, dans la théorie confucéenne, n'auraient jamais dû dépasser le rôle de serviteurs domestiques. La querelle entre les eunuques et les fonctionnaires était une des grandes tensions structurelles de la bureaucratie impériale chinoise, et les expéditions maritimes étaient devenues, en partie, un enjeu de ce conflit interne. Quand Yongle mourut et que les vents politiques tournèrent, les fonctionnaires saisirent l'opportunité. Ils ne supprimèrent pas simplement les expéditions, ils les décrédibilisèrent. Ils écrivirent des mémoires qui soulignaient les échecs, minimisaient les succès, insistaient sur le coût. Et quand l'occasion se présenta de détruire les archives, certains d'entre eux ne résistèrent pas à cette tentation. Il existe une anecdote, peut-être apocryphe mais révélatrice, qui dit qu'un fonctionnaire nommé Liu Daxia cacha ou brûla les journaux de bord de Zheng He quand on les chercha pour une éventuelle relance des expéditions sous le règne de l'empereur Cheng-Hua vers 1477. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit que ces voyages avaient été des entreprises vaines et scandaleuses et qu'il valait mieux qu'elles fussent oubliées. Vraie ou fausse, cette anecdote capture parfaitement l'esprit d'une époque qui avait décidé que la mer ne faisait pas partie de l'horizon de la Chine.
Les conséquences de ce choix sont immenses et difficiles à mesurer entièrement. Au cours des décennies suivant la fin des expéditions de Zheng He, les ports de l'Asie du Sud-Est et de l'océan Indien virent l'influence commerciale chinoise diminuer. Non pas disparaître, car les diasporas de marchands chinois continuèrent d'exister, mais se priver du soutien de l'État, de la protection militaire, de la dynamique qu'une présence officielle aurait pu maintenir. Et pendant ce temps, de l'autre côté du monde, quelque chose commençait. En 1415, la même année où Zheng He touchait les côtes africaines, le prince Henri de Portugal, que l'histoire appellera le navigateur, fondait une école de navigation à Sagres et commençait à financer des expéditions le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Ces expéditions étaient infiniment plus petites que celles de Zheng He. 2 ou 3 caravelles, quelques dizaines de marins. Mais elles allaient dans la même direction géographique, et elles ne s'arrêtèrent jamais. En 1488, Bartholoméo Dias doubla le cap de Bonne-Espérance. En 1498, Vasco de Gama atteignit Calicut. Les mêmes marchés, les mêmes épices, les mêmes routes que Zheng He avait cartographiées et intégrées dans l'ordre tributaire chinois. Mais quand Da Gama arriva à Calicut, il n'y avait plus de flotte chinoise pour en contester l'accès. Le Zamorin reçut les Portugais avec prudence. Ils n'apportaient pas grand-chose en échange des épices, leur or et leur argent étaient modestes comparés aux soieries chinoises. Mais ils avaient des canons, et ils n'avaient pas l'intention de rester dans le système tributaire de qui que ce soit. C'est l'un des grands contrefactuels de l'histoire. Que se serait-il passé si la Chine n'avait pas arrêté ses expéditions ? Si les flottes de Zheng He avaient continué à patrouiller l'océan Indien quand les Portugais arrivèrent? La réponse n'est pas simple, parce que l'Empire Ming avait ses propres fragilités internes, ses propres crises qui absorbaient ses ressources. Mais le silence de ses mers après 1433 laissa un vide que d'autres remplirent. Et ce remplissage transforma l'histoire du monde d'une façon dont les conséquences durent encore. Pensons à l'Inde. Quand Vasco de Gama arriva à Calicut, il y rencontra des marchands arabes qui connaissaient parfaitement les routes et les marchés. Ces marchands devinrent des rivaux et bientôt des victimes de la politique portugaise dans l'océan Indien. Car les Portugais ne voulaient pas s'insérer dans les réseaux existants. Ils voulaient les contrôler, les monopoliser, en extraire le maximum. En quelques décennies, ils brûlèrent des ports, coulèrent des navires, imposèrent un régime de passeports obligatoires pour la navigation. Ce qui avait été pendant des siècles un espace commercial ouvert et multipolaire devint progressivement un espace sous contrôle européen. Ce processus prit du temps. Il rencontra des résistances, mais il s'accomplit. Et l'absence de la Chine dans cet espace fut l'une des conditions qui le rendit possible. Bien sûr, il serait excessif de faire de l'Empire Ming un acteur qui aurait pu et voulu défendre l'ordre multipolaire de l'océan Indien contre l'expansion européenne. L'Empire avait ses propres logiques, ses propres indifférences, ses propres violences. Mais le fait est là. Quand les Européens arrivèrent dans l'océan Indien en nombre et en force, la plus grande puissance navale que le monde avait connue dans le premier tiers du XVe siècle s'était retirée derrière ses frontières et brûlé ses cartes. La mémoire de Zheng He en Chine est une histoire en elle-même, une histoire de l'oubli et du rappel. Pendant des siècles après sa mort, son nom fut peu présent dans la mémoire officielle. Les fonctionnaires confucéens avaient réussi leur travail d'effacement partiel. Zheng He était mentionné dans certains textes, dans les récits de voyage de Ma Huan et de Fei Xin qui survécurent, dans des traditions locales de certains ports. Mais il n'était pas au cœur de l'identité nationale chinoise. Cela changea à partir du XIXe siècle, quand la Chine se trouva confrontée à la puissance navale et coloniale des puissances européennes. Des intellectuels commencèrent à redécouvrir les expéditions de Zheng He et à les utiliser comme preuve que la Chine avait été, elle aussi,
une grande puissance maritime. La figure de Zheng He devint un symbole de ce que la Chine aurait pu être, de ce qu'elle avait choisi de ne pas être, et peut-être, dans certaines lectures nationalistes, de ce qu'elle pourrait redevenir. Au XXe siècle, après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, Zheng He fut d'abord marginalisé dans l'histoire officielle. Trop lié aux empereurs Ming, trop associé à un passé féodal que le régime voulait dépasser. Mais à partir des années 80 et surtout des années 2000, quand la Chine recommença à projeter sa puissance économique et géopolitique au-delà de ses frontières, Zheng He fut réhabilité avec enthousiasme. En 2005, le 600e anniversaire du début des expéditions donna lieu à de grandes célébrations officielles. Des documentaires furent produits, des livres publiés, des timbres émis, des statues érigées. Le nom de Zheng He fut associé à la politique de la route de la soie maritime, ce projet de l'ère Xi Jinping qui vise à renforcer les liens économiques de la Chine avec les pays de l'océan Indien et de l'Afrique. Le parallèle historique était trop tentant pour être résisté. Mais cette réhabilitation n'est pas sans ambiguïté. Elle tend à présenter les expéditions de Zheng He comme une preuve que la présence chinoise dans l'océan Indien et en Afrique est historiquement ancrée, légitime, naturelle. C'est un usage politique de l'histoire qui mérite d'être regardé avec un certain recul. Les expéditions de Zheng He n'établirent pas de colonies permanentes. Elles ne laissèrent pas de structure administrative. Elles étaient fondamentalement différentes de la projection de puissance économique que la Chine déploie aujourd'hui en Afrique et en Asie. D'autres pays ont aussi fait de Zheng He un symbole. Dans les pays de l'Asie du Sud-Est, où la diaspora chinoise est nombreuse et influente, son image est présente dans des temples, des statues, des traditions locales. À Malacca, il y a un musée qui lui est consacré. À Semarang, en Indonésie, un temple honore sa mémoire. Ces présences locales sont le signe d'une continuité humaine que les politiques impériales n'expliquent pas entièrement. Les communautés chinoises d'Asie du Sud-Est ont fait de Zheng He un ancêtre symbolique, une figure qui légitime leur présence dans ces terres. Il y a aussi une dimension religieuse dans cette mémoire locale. Zheng He était musulman, mais la flotte qu'il commandait honorait Tianfei, la déesse de la mer, et des temples bouddhistes. Il naviguait dans des mers habitées par des musulmans, des hindous, des bouddhistes, des animistes. Sa figure est devenue, dans certaines traditions locales, une incarnation de cette coexistence. On lui attribue des miracles, des interventions divines en faveur des marins en danger. Il est devenu, dans certains endroits, une figure de saint, vénérée par des communautés qui ne sont pas nécessairement chinoises ni musulmanes. Cette capacité d'une figure historique à transcender ses origines, à être appropriée par des cultures différentes, à devenir un symbole de choses différentes pour des gens différents. C'est peut-être l'un des signes les plus clairs de sa profonde résonance. Revenons un instant sur la nature exacte de l'héritage laissé par les expéditions en Afrique de l'Est. Les fragments de porcelaine Ming retrouvés sur les sites archéologiques de la côte africaine ne sont pas seulement des curiosités esthétiques. Ils prouvent des contacts commerciaux directs, des échanges, des présences. La porcelaine ne voyage pas toute seule. Elle est portée par des hommes, des navires, des réseaux. Chaque fragment est un nœud dans une toile de relations humaines qui s'étendit, pendant quelques décennies au début du XVe siècle, de la Chine impériale aux côtes de ce qui est aujourd'hui le Kenya et la Tanzanie. Les chroniques swahili de cette période sont malheureusement peu nombreuses et rarement aussi détaillées que les sources chinoises. Mais elles confirment des contacts avec des étrangers venus de loin sur de grands navires. Les traditions orales de certaines communautés côtières préservent des souvenirs de ces passages. À Lamu, au Kenya, certaines familles affirment avoir des ancêtres qui seraient des marins ou des marchands de la flotte de Zheng He,
rester sur place, intégrés dans les sociétés locales. Ces récits ne peuvent pas être vérifiés avec certitude, mais ils illustrent quelque chose d'important. Les grandes expéditions n'étaient pas seulement des déplacements de navires. Elles mettaient en mouvement des personnes réelles, avec des histoires personnelles, des attachements, des choix. Des hommes tombèrent malades dans des ports étrangers. D'autres se marièrent avec des femmes locales. D'autres encore furent laissés sur place par décision tactique ou par nécessité. Les traces humaines de ces voyages sont diffuses, fragmentaires, mais réelles. En Inde, la relation entre les expéditions de Zheng He et les communautés locales fut particulièrement riche. Les marchands Mappila de Calicut, musulmans d'origine arabe et locale, étaient des interlocuteurs naturels de Zheng He, partageant avec lui la foi islamique dans le contexte d'une flotte qui honorait plusieurs traditions religieuses. Ces échanges contribuèrent peut-être à renforcer les réseaux commerciaux qui liaient les musulmans de l'Inde à ceux de la Chine, des réseaux qui existent encore aujourd'hui dans des formes transformées. Au Kerala, certains textes locaux mentionnent les visites des grandes flottes. Des traditions de navigation locales ont conservé des noms et des termes techniques qui semblent d'origine chinoise. La porosité des cultures dans l'espace de l'océan Indien était telle que même sans colonisation, sans présence permanente, les contacts répétés laissaient des traces dans les langues, les techniques, les mythologies. Pensons maintenant à ce moment particulier, ce moment de l'histoire où tout aurait pu aller dans une autre direction. Nous sommes vers 1430. Zheng He est vieux, il a plus de 60 ans, il a passé une bonne partie de sa vie adulte sur des navires. L'empire Ming est en train de changer de cap. Les fonctionnaires confucéens ont repris la main. La grande flotte est là, encore, les navires trésors dans leurs bassins de Nankin et de Longjiang, les hommes qui les ont construits encore en vie, les marins qui les ont pilotés encore capables de le faire. Une décision différente était possible. Un autre empereur, un autre rapport de force à la cour, et les flottes auraient pu repartir. Elles auraient pu établir des stations permanentes sur les côtes de l'Inde et de l'Afrique, non pas des colonies au sens européen, mais des comptoirs, des présences durables qui auraient maintenu les liens. Elles auraient pu continuer à pousser vers l'ouest, vers la mer Rouge, vers la Méditerranée peut-être. Mais la décision fut prise. Et cette décision, prise dans les couloirs du pouvoir à Nankin ou à Pékin, changea le monde. Non pas en un jour, non pas brutalement, mais progressivement, silencieusement, de la façon dont les grandes décisions historiques changent le monde, en fermant des possibilités, en laissant d'autres s'ouvrir, en déplaçant le centre de gravité de l'histoire vers d'autres acteurs, d'autres cultures, d'autres logiques. Zheng He mourut. La flotte se désintégra progressivement, certains grands navires laissés à pourrir dans leurs bassins faute d'entretien, d'autres récupérés pour leur bois et leur ferraille. Les hommes qui savaient les construire vieillirent et moururent, sans transmettre leur savoir dans les formes institutionnelles qui auraient permis sa perpétuation. Les cartes furent détruites, les journaux de bord disparurent. Ce que nous savons de Zheng He, nous le savons donc à travers des sources de seconde main, des résumés, des reconstructions, des fragments. Marwan avait pris des notes. Feixin aussi. Gongtsen, un autre fonctionnaire qui accompagna les expéditions, rédigea un bref récit. Ces textes survécurent parce qu'ils étaient personnels, pas officiels. Ils n'étaient pas dans les archives que les fonctionnaires confucéens pouvaient contrôler. Les stèles sont aussi une source précieuse. Zheng He et ses collaborateurs firent ériger des stèles commémoratives à plusieurs endroits en Chine et peut-être en dehors. La stèle de Liujiagang, découverte en 1973, et celle de Changle, datée de la 7e expédition, donnent des informations précieuses sur les routes, les escales, les objectifs des voyages.
Elles ont été rédigées par Zheng He lui-même ou sous sa direction, et elles témoignent d'une volonté de laisser une trace, même quand les archives officielles étaient menacées. Ces stèles mentionnent Tianfei, la déesse de la mer, comme protectrice des expéditions. Elles décrivent les tempêtes surmontées, les ports atteints, les royaumes qui se soumirent au système tributaire. Elles sont à la fois des documents historiques et des actes de piété, des remerciements adressés aux divinités qui avaient protégé les navires et les hommes. Dans leur langage formel et contrôlé, on peut lire quelque chose de l'expérience réelle de ces voyages. La peur des tempêtes, la solitude des grandes traversées, la reconnaissance d'avoir survécu. La religion était omniprésente sur les navires de Zheng-He. La flotte emportait des représentations de Tianfei, vénérées sous différents noms dans différentes régions maritimes de Chine. Des prêtres taoïstes et bouddhistes accompagnaient les expéditions. Et Zheng-He lui-même priait selon les rites de l'islam, dans des espaces à bord qui lui étaient réservés pour cela. Cette coexistence religieuse n'était pas accidentelle. Elle reflétait la politique de l'Empire Ming, qui tolérait les différentes religions dans la mesure où elles ne menaçaient pas l'ordre politique, et elle était aussi une nécessité pratique dans des mers bordées de royaumes de toute confession. Marwan, l'interprète arabe, décrit avec intérêt les pratiques religieuses des différents peuples visités. Il est particulièrement attentif aux communautés musulmanes de l'Inde et de l'Afrique, avec lesquelles il partageait la foi. Ses descriptions des mosquées de Calicut, des pratiques du ramadan dans différentes régions, des variantes locales de l'islam, sont des documents uniques sur la diversité de la communauté musulmane dans l'océan Indien au début du XVe siècle. La flotte de Zheng He traversait un espace où l'islam était en pleine expansion. Le sultanat de Malacca venait de se convertir. Les souverains de plusieurs villes swahilis d'Afrique de l'Est étaient musulmans. Le commerce maritime dans l'océan Indien était en grande partie aux mains de marchands arabes et indiens musulmans. Cette expansion de l'islam ne se faisait pas par la conquête militaire dans cet espace. Elle se faisait par le commerce, par les mariages, par le prestige culturel et spirituel que les marchands arabes apportaient avec eux. Zheng He s'insérait naturellement dans cet espace, non pas comme un représentant de l'islam, mais comme un homme qui le comprenait de l'intérieur et pouvait dialoguer avec ses acteurs. Sa double identité, chinois et musulman, représentant de l'Empire Ming et croyant en Allah, était peut-être la condition de son efficacité diplomatique dans ces mers. Il y a quelque chose de presque moderne dans cette figure d'un homme qui navigue entre les cultures, qui ne réduit pas son identité à une seule appartenance, qui trouve dans la complexité de son itinéraire personnel une ressource plutôt qu'une faiblesse. Les historiens contemporains ont tendance à souligner cet aspect de la personnalité de Zheng He, peut-être parce qu'il résonne avec des préoccupations actuelles sur l'identité multiculturelle et le dialogue des civilisations. Mais il faut être prudent. Projeter nos catégories contemporaines sur un homme du XVe siècle comporte des risques d'anachronisme. Ce que nous pouvons dire avec plus de certitude, c'est que les expéditions de Zheng He furent un moment rare dans l'histoire où une grande puissance choisit, au moins partiellement, d'interagir avec d'autres cultures sur un mode autre que la domination. Pas par idéalisme, pas par vertu particulière, mais par une combinaison de calculs stratégiques, de traditions culturelles et de circonstances historiques spécifiques. Ce moment ne dura pas. Il ne pouvait peut-être pas durer. Mais il eut lieu. La construction de Pékin comme nouvelle capitale de l'Empire Ming fut l'autre grand projet de Yongle, contemporain des expéditions de Zheng He. Le déplacement de la capitale de Nankin à Pékin entre 1403 et 1421 mobilisa des ressources encore plus considérables que les flottes. Des centaines de milliers d'artisans, de soldats, de coulis travaillèrent pendant des années à construire la cité interdite, les palais, les temples, les murailles de la nouvelle capitale. C'est ici qu'on voit la véritable ambition de Yongle. Il voulait tout en même temps. La plus grande flotte du monde et la plus grande capitale du monde. L'expansion maritime et la reconstruction impériale sur terre. La reconnaissance internationale à travers les expéditions
et la consolidation intérieure à travers les travaux publics. C'était une ambition d'une envergure presque impossible, et elle épuisa l'Empire. Les tensions financières et humaines que ces deux projets gigantesques créèrent contribuèrent à l'opposition des fonctionnaires et rendirent finalement impossible leur maintien simultané après la mort de Yongle. Ses successeurs durent choisir. Ils choisirent Pékin. Ils choisirent les murailles et les palais sur les navires et les mers. Ce choix définit la Chine impériale pour les siècles suivants. La Chine Ming se replia sur elle-même de façon progressive mais inexorable. La Grande Muraille, dont les sections les plus connues datent précisément de l'époque Ming, est le symbole architectural de ce repli. Un mur qui sépare, qui protège, qui dit que ce qui est à l'intérieur est précieux et doit être défendu contre ce qui vient de l'extérieur. Les expéditions de Zheng He avaient dit quelque chose de différent, que ce qui est à l'extérieur est intéressant, connectable, intégrable dans un ordre centré sur la Chine, mais ouvert au monde. Ces deux visions de l'Empire, l'Empire ouvert et l'Empire fermé, traversent toute l'histoire de la Chine, et peut-être toute l'histoire des grandes puissances. La tension entre l'expansion et la consolidation, entre l'engagement avec le monde extérieur et la protection de ce qui est intérieur, n'est pas résolue une fois pour toutes par une décision historique. Elle se repose dans chaque génération, dans des termes nouveaux, mais avec une structure reconnaissable. Quelques décennies après la fin des grandes expéditions de Zheng He, un marin génois au service de la couronne de Castille traversa l'océan Atlantique et toucha les îles des Caraïbes. Christophe Colomb ne savait pas que la Chine avait envoyé des flottes immenses vers l'Afrique et l'Inde. Il ne savait probablement pas grand-chose de Zheng He. Mais il naviguait dans un monde dont la géographie intellectuelle avait été partiellement façonnée par les contacts entre l'Asie et l'Afrique, les épices et les soieries, les routes commerciales de l'océan Indien que les Portugais cherchaient à atteindre et que les Espagnols espéraient contourner par l'ouest. L'histoire de Zheng He est ainsi connectée, de façon indirecte mais réelle, aux grandes navigations européennes, non pas comme cause directe, mais comme partie d'un monde en transformation, dont les transformations créèrent les conditions dans lesquelles les Européens purent se lancer. Un monde où l'océan Indien était déjà cartographié, où les routes des épices étaient connues, où des réseaux commerciaux denses attendaient d'être exploités ou supplantés par de nouveaux acteurs. Ce qui se perd dans la grande histoire des découvertes européennes, c'est que ces découvertes ne se firent pas dans un vide. Elles se firent dans un monde déjà habité, déjà connecté, déjà riche de ses propres traditions maritimes et commerciales. Vasco de Gama, quand il arriva à Calicut, fut guidé jusqu'à ce port par un pilote arabe nommé Ibn Majid, qui connaissait ces mers depuis sa naissance. Les routes que les Européens appelèrent leurs découvertes étaient les routes que des générations de marins arabes, indiens, malais et chinois avaient parcourues avant eux. Zheng He avait parcouru ces routes avec une flotte de 250 navires. Les Européens les parcoururent avec 2 ou 3 caravelles. Mais ils ne s'arrêtèrent pas, et la Chine, elle, s'arrêta. Cette asymétrie de la persévérance est peut-être la leçon la plus sobre que l'histoire de Zheng He peut nous livrer. Non pas que les intentions des uns valaient mieux que celles des autres, non pas que la puissance militaire ou technologique décide seule du cours de l'histoire, mais que les décisions institutionnelles, les choix de priorité, les configurations du pouvoir interne à une société peuvent infléchir le destin d'une civilisation d'une façon que les individus les plus brillants et les plus courageux ne peuvent pas corriger seuls. Zheng He était brillant et courageux. Il avait les navires, les hommes, les routes, la légitimité impériale. Mais quand la cour décida que la mer n'était plus une priorité, tous ces talents ne pouvaient rien changer. L'histoire n'est pas seulement faite par des grands hommes, elle est faite par des institutions, des cultures politiques, des rapports de force entre groupes sociaux, des idéologies qui définissent ce qui est désirable et ce qui ne l'est pas. Les fonctionnaires confucéens qui s'opposèrent aux expéditions n'étaient pas des ignorants.
Ils avaient une vision cohérente et argumentée de ce qu'un empire bien gouverné devait faire et ne pas faire. Ils avaient raison sur certains points. Les expéditions coûtaient cher. Leurs bénéfices économiques directs étaient limités. Elles enrichissaient des catégories sociales, les eunuques, les marchands, que la tradition confucéenne considérait comme peu recommandables. Ils avaient aussi profondément tort, mais leur erreur ne pouvait être reconnue qu'à la lumière de ce qui allait se passer ensuite, et personne à l'époque ne pouvait voir l'avenir. C'est une vérité inconfortable de l'histoire. Les erreurs les plus grandes semblent souvent parfaitement raisonnables au moment où elles sont commises. Ce n'est que rétrospectivement, depuis l'avenir qu'elles ont contribué à créer, qu'elles apparaissent pour ce qu'elles étaient. Zheng He, ce fils d'un pèlerin de la Mecque né dans les montagnes du Yunnan, capturé enfant, castré, serviteur, soldat, navigateur, diplomate, amiral, sa vie est elle-même un argument contre toutes les théories qui réduisent le destin d'un homme à ses origines. Il ne devait pas être là. Il ne devait pas commander des flottes. Il ne devait pas parler à des rois africains et à des sultans arabes au nom de l'Empire du Milieu. Et pourtant, sa vie est aussi un argument pour prendre au sérieux la contingence dans l'histoire. Des décisions différentes, prises par d'autres empereurs, auraient pu changer son destin et celui de la Chine. L'histoire n'était pas écrite d'avance. Elle ne l'est jamais. Les 7 voyages de Zheng He ne sont pas une histoire de triomphe sans ombre. Ils sont une histoire humaine, avec ses violences et ses beautés, ses calculs et ses élans, ses grandeurs et ses limites. Une histoire qui dit quelque chose sur ce que les civilisations peuvent choisir d'être et sur ce qu'elles choisissent parfois de ne pas être. Aujourd'hui, les musées de Nankin et de Pékin ont des sections entières dédiées à Zheng He. Des chercheurs de Chine, d'Indonésie, de Malaisie, du Kenya, de l'Inde fouillent les archives et les sites archéologiques pour reconstituer la carte complète de ces voyages. Des fragments de porcelaine Ming continuent d'être découverts dans des sites côtiers africains. La mer garde ses secrets avec obstination, mais elle en livre parfois, lentement, dans la terre et les eaux qui bordent ses rivages. Le centenaire des expéditions continue d'alimenter des projets culturels, des publications, des films, des documentaires. La figure de Zheng He est devenue, dans la culture populaire chinoise et mondiale, une icône de l'aventure, de la curiosité, de l'ouverture au monde. Ces représentations tendent à lisser les aspérités, à oublier les violences, à idéaliser une époque qui était, comme toutes les époques, profondément ambivalente. Mais elles témoignent aussi d'un besoin réel, trouver dans le passé des figures qui permettent de penser autrement le rapport entre puissance et le monde. Dans les ports de l'océan Indien où ces navires se mouillèrent, dans les musées qui conservent les fragments de sa civilisation, dans les récits des communautés qui ont fait de lui un ancêtre ou un saint, Zheng He continue de naviguer. Non pas sur des mers réelles, mais sur ces mers plus profondes qui sont celles de la mémoire humaine, où les figures du passé flottent, se transforment, deviennent des miroirs dans lesquels les vivants cherchent à se reconnaître. Les étoiles qu'il utilisait pour naviguer sont les mêmes que celles visibles aujourd'hui. La mousson qui gonflait les voiles de soie de ces navires suit les mêmes cycles. L'océan Indien n'a pas changé dans ses grandes structures, même si ses rivages et ses peuples ont été transformés par des siècles de colonisation, d'indépendance, de modernisation. Il y a quelque chose de stable dans la mer, une constance qui rend le passé présent d'une façon que d'autres espaces ne permettent pas. Peut-être est-ce pour cela que l'histoire de Zheng He conserve quelque chose de vivant. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme remarquable dans une époque révolue. C'est une invitation à regarder les mers du monde avec d'autres yeux, à se souvenir qu'elles furent pendant longtemps des espaces d'échange et de rencontres, autant que de conquête et de violence, et que des hommes très différents de nous
nés dans des circonstances que nous peinons à imaginer, ont navigué sur elles avec une compétence, une curiosité et une ambition que l'histoire a parfois oubliées, mais que l'histoire peut aussi retrouver. C'est une pensée douce pour finir la nuit. Quelque part dans la profondeur du XVe siècle, des centaines de voiles rouges se déploient sur l'océan Indien sous un ciel étoilé. Des milliers d'hommes dorment dans les cales, bercés par le mouvement de la houle. Un vieil amiral se tient peut-être sur le pont du plus grand navire du monde, regardant les étoiles, calculant la route, pensant à ce qu'il attend demain dans un port qu'il n'a encore jamais vu. Il ne savait pas qu'il serait oublié. Il ne savait pas que ses archives seraient brûlées. Il ne savait pas que son nom renaîtrait 6 siècles plus tard dans des musées et des documentaires. Il naviguait simplement, avec tout ce qu'il savait, vers ce qu'il ne savait pas encore. C'est peut-être cela, au fond, la définition la plus simple du voyage. Si cette histoire vous a accompagné dans ce moment entre le jour et le sommeil, et si vous souhaitez retrouver d'autres récits de ce genre, d'autres nuits passées à naviguer dans les siècles et les civilisations, vous savez où nous retrouver. La prochaine escale vous attend.